Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Bléton, le président exécutif du groupe SOR, qui vient de définir sa raison d'être et mettre en garde nos villes contre les situations de stress hydrique. Le débat, il sera social et sociétal aujourd'hui. Vous verrez comment certains acteurs de l'hôtellerie de luxe, ouvrent leurs portes aux jeunes décrocheurs du système scolaire. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle les Alcyonides et propose des maillots de bain à base de matériaux récupérés dans les océans, notamment des filets de pêche. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Patrick Bléton, bienvenue. Vous êtes donc le président exécutif du groupe SOR, fournisseur mondial de services de gestion de l'eau. Quelques chiffres, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs, 20 millions de consommateurs dans le monde. Et vous voulez devenir le champion de la transition hydrique. Ça veut dire quoi, la transition hydrique ? Si vous voulez, quand on regarde les grands chiffres aujourd'hui dans le monde, on voit que 70% de l'eau sont consommés par l'agriculture, 20% par l'industrie et 10% je dirais, par le domaine de nous-mêmes, le domestique. Ouais. Et il était important pour nous d'avoir un axe, notamment pour accompagner je dirais, notre raison d'être, de s'orienter sur la préservation de la ressource, la défense de la ressource. Un axe que nous avons pris il y a 3 ans dans notre plan stratégique et qui nous amène à travailler sur des solutions à la fois innovantes, technologies digitales, d'accompagnement, d'éducation, aussi dans les collectivités, pour protéger cette ressource qui nous manque et qui va nous manquer. Oui, on reprendra effectivement cette raison d'être et puis cette volonté d'accompagner des modèles plus durables, plus résilients. Je reviendrai sur ces adjectifs, mais on a vécu là une canicule très précoce dans l'année, avant même officiellement l'été. Il faut tout simplement s'habituer à ça, malheureusement, s'habituer à donc économiser l'eau. Je regardais en attendant sur vos écrans, on me disait, est-ce le début de la canicule ? Les problèmes de canicule ont démarré dès les années 70 en réalité. Donc le politique ne s'en est pas forcément, n'a pas concentré ses efforts sur ces sujets-là. On commence d'en parler à la COP26, COP27, mais on voit très bien que de 1970 jusqu'à 2035, une carte de France qui était dans le vert est passée à l'orange et passe dans le rouge en 2035, voire 2050. Donc la réalité des faits est là. Aujourd'hui, nous avons des collectivités qui souffrent d'un manque d'eau. Et il est important pour nous, nos 12 000 salariés, je dirais, de pouvoir répondre à ces besoins. Et il est important aussi que nous changions nos comportements, peut-être. Ouais. Quand on parle de stress hydrique, ça veut dire quoi à la dimension d'une collectivité, justement ? Les choses peuvent être assez simples, je dirais, et assez abruptes. C'est-à-dire qu'on ouvre son robinet, nous n'avons plus d'eau au robinet. On peut en arriver là. On peut en arriver là. Ouais. Il est arrivé l'année dernière que des collectivités soient alimentées, je dirais, avec des... Par camions-citernes. Camions-citernes, bouteilles et autres, pour subvenir pendant 1 semaine, 2 semaines, je dirais, un manque d'eau réel. Et donc, il y a effectivement cette raison d'être que vous venez de définir. On a bien compris qu'on était dans un plan stratégique assez global. On est dans le cadre de la loi Pacte, évidemment. Je voudrais juste que vous nous racontiez un peu le processus de définition de la raison d'être, parce que c'est toujours intéressant. C'est un peu un moment de pause dans une entreprise. Comment vous l'avez conçu, vécu ? Si vous voulez, j'ai rejoint le groupe SOR donc, il y a 3 ans. Ouais. Et je trouvais ce domaine passionnant, le domaine de l'eau passionnant. Et en rencontrant des jeunes, je veux dire des jeunes entrants dans l'entreprise, tout le monde me parlait d'environnement, social, la place de la femme dans l'entreprise, tout un tas de sujets qui est autre que des sujets financiers ou autre que des sujets business. Et je me suis dit comment embarquer 12 000 salariés sur un véritable projet qui leur parle. Et je crois que la raison d'être, ce travail fait sur la raison d'être, où on a, je dirais, ça a été une sorte de bottom-up, comme on dit en anglais. Donc toutes les forces ont été embarquées dans ce projet-là. Nous a permis d'avancer et de transformer l'entreprise avec, je dirais, des valeurs. Je crois que la notion de valeur est importante pour pouvoir avancer et transformer un modèle et participer quelque part à un mouvement social aussi, si vous voulez, sur ce sujet. Alors on va la découvrir, militer pour que tous les acteurs accordent à l'eau la valeur qu'elle mérite. Ils sont là les mots importants, la valeur qu'elle mérite. Au-delà de notre métier d'origine, gérer l'eau de façon responsable en qualité et quantité suffisante, nous engageons à agir et convaincre afin qu'ensemble nous investissions pour économiser l'eau et inventions de nouveaux modèles pour préserver la ressource la plus précieuse de la planète. Il y a beaucoup
d'infos. Et c'est intéressant. Accorder à l'eau la valeur qu'elle mérite. Est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas le prix de l'eau aujourd'hui, d'une certaine façon? Mais même nous, consommateurs. Moi, je suis incapable de vous dire combien me coûte l'eau que je consomme au robinet tous les jours. Je crois que vous donnez la réponse vous-même. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, le véritable sujet est un sujet, mais je pense qu'on a besoin de repartir peut-être du domaine éducatif. Ouais. Est-ce que nos enfants ont été éduqués sur l'eau, le grand cycle de l'eau? Est-ce que nous, au quotidien, nous mesurons notre consommation? L'eau, aujourd'hui en France, n'est pas chère, si nous comparons à certains autres pays. Et je crois que la dépense qui est nécessaire pour alimenter, préserver, n'est pas prise en compte. Donc ça, c'est un sujet, je pense, sur lequel on doit revenir. En ce qui concerne SOR aujourd'hui, pour donner, je dirais, un élan important, on a associé, je dirais, nos résultats financiers à ce qu'on appelle des green bonds, sur lesquels notre refinancement de dette est lié à je dirais, des métriques et des KPIs sur l'économie d'eau, je dirais, la place de la femme d'entreprise, le zéro carbone sur nos usines. Donc on a voulu commencer par le financier pour être sûr que l'entreprise allait dans le même sens. Et les collaborateurs accompagnent ce mouvement-là. Ouais. Alors, on parle de modèles plus durables et plus résilients, et c'est intéressant parce que ça passe aussi par des solutions techniques, par de l'innovation. Vous avez signé un partenariat avec Aquacet, c'est une société d'ingénierie qui est spécialisée dans l'efficacité hydrique. Alors là aussi, de quoi on parle? Et puis peut-être quelles économies ça permet de faire, ou quelles pertes d'eau ça ne permet de ne pas faire, si j'ai bien compris? Je pense que le point là, c'est la perte d'eau. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un investissement important en France sur les réseaux. Mais on a besoin aussi d'accompagner, je dirais, des collectivités sur la gestion de l'eau jusqu'à l'utilisateur final. Et on s'aperçoit notamment sur des immeubles collectifs qu'il y a des pertes d'eau assez conséquentes. Je ne vais pas aller jusqu'au robinet qui fuit, mais on peut aller jusque-là aujourd'hui pour aider, je dirais, des gens à s'inscrire dans un modèle de protection et de correction de leurs dépenses et de leur consommation. Donc c'est quoi? C'est une détection plus fine des fuites, tout simplement? J'emploie des termes basiques, mais c'est un peu l'idée. Vous avez différentes solutions. Donc vous avez des solutions technologiques. On a énormément investi dans le digital chez SOR, parce que c'était un axe aussi. La technologie amène quand même beaucoup de choses sur la protection de la ressource. Donc aujourd'hui, on est capable de mesurer les consommations à l'utilisateur final, pas seulement au compteur, mais aussi par différents éléments, je dirais, qui peuvent être dans soit une cuisine, soit une salle de bain. Et on va proposer ça aux collectivités. Une maintenance prédictive sur les fuites aussi. Donc ça, c'est important pour que nos techniciens puissent être beaucoup plus efficaces. Et puis des sujets autres, et notamment sur une autre start-up que nous avons au sein du groupe, qui nous permet d'évaluer la notion des nappes phréatiques. Donc, à quel niveau sont les nappes phréatiques pour pouvoir basculer d'une à une autre sans se trouver dans des situations de stress pour les collectivités. Ouais. Le groupe SOR rachète aussi la branche eau mobile de Veolia Mobile Water Service. C'était, on peut dire, peut-être une opportunité de marché, puisque Veolia devait se mettre en conformité avec en matière de concurrence auprès de la Commission européenne. J'y arrive. Donc, pourquoi ce rachat? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si vous voulez, ce rachat est très important parce qu'il est complémentaire à une activité que nous avions déjà au sein de nos eaux industrielles, puisque nous avons une division d'eau industrielle dont le siège est aux Pays-Bas. Et donc ce rachat vient nous donner une couverture géographique beaucoup plus importante et aussi une capacité d'investissement qui va être totalement différente sur les années à venir. Quand on parle je reviens à la raison d'être pour terminer cet entretien, vous dites inventer de nouveaux modèles. Ça veut dire quoi? Je pense, moi je viens d'un autre domaine, je ne suis pas issu du domaine de l'eau, et je pense qu'aujourd'hui, et je suis même élu dans une collectivité, et je pense qu'il est important de transformer ce modèle où une entreprise est rémunérée au volume quand on rentre dans des périodes de stress hydrique. Et donc aujourd'hui, on a un contrat notamment sur la ville d'Agen et sur lequel on est sur de l'économie d'eau. On a économisé l'année dernière 1 million de mètres cubes avec des engagements très forts. On s'engage aussi donc sur d'autres sujets tels que ce qu'on appelle le reuse, réutiliser l'eau qui est issue de nos stations d'épuration pour arroser. Donc on est en train de transformer ça. La ville de Saint-Étienne s'engage très fortement sur des sujets identiques. Donc on voit, je dirais, un mouvement au sein des collectivités où on sort de la notion de volume sur une notion d'économie. C'est intéressant ce que vous nous dites. C'est presque le modèle économique, c'est-à-dire ne plus simplement être rémunéré au volume, c'est ce que vous nous dites. Être rémunéré à l'économie, donc exactement, à la performance. C'est presque une inversion de logique, quoi. Exactement, donc là c'est... Et là on va chasser les fuites, vraiment.
beaucoup plus. On les chasse déjà, je vous rassure. Non, donc c'est j'en déjà... doute pas, mais c'est intéressant de voir ce que vous dites. Ce défi justement du réseau, il est gigantesque, le réseau d'eau. Il y a les outils technologiques, vous nous l'avez dit, il y a la volonté des collectivités maintenant. Donc c'est quoi? C'est des investissements lourds qu'il va falloir faire? Ce sont des investissements lourds, à la fois le privé fait ses propres investissements avec je dirais, des notions de CAPEX sur du long terme pour aider les collectivités. Je pense que les collectivités ont aussi leur part d'investissement à faire. Et puis je pense que l'État aussi, à un moment donné, doit s'engager, notamment après la COP27, je pense qu'on aura des choses un peu plus précises sur l'eau, parce que c'est quelque chose qui commence à monter, les problèmes d'eau. Et c'était pas trop. On parlait beaucoup d'énergie dans les années précédentes, et là on commence un petit peu à aborder les sujets de l'eau. Et je pense que le pouvoir politique se rend un peu plus compte, je dirais, du sujet, parce qu'on en souffre. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Bléton. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat quand l'hôtellerie ouvre ses portes aux décrocheurs du système scolaire. Le débat de ce Smart Impact avec Michel Moreau, bonjour, bienvenue. Vous êtes le patron de Hyatt France, directeur général du Hyatt Regency Paris Étoile. À vos côtés, Moussa Camara, le président de l'association Les Déterminés. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu sur ce plateau, mais je veux bien quand même que vous nous redisiez, c'est quoi Les Déterminés ? Les Déterminés, c'est une organisation qui a pour ambition et pour but de remettre au cœur des territoires, notamment dans les quartiers populaires, dans les territoires périurbains, le développement économique par l'entrepreneuriat, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et aussi par l'employabilité. Pour nous, c'est deux axes qui nous sont chers parce que l'idée, c'est de relancer une dynamique un peu plus positive, économique, pour ces habitants qui ont de la créativité, de l'énergie. Voilà, on lance des programmes à travers la France. On est dans plus de 15 villes en France. On a accompagné plus de 800 personnes en quelques années, sensibilisé plus de 6000. Et aujourd'hui, on est très fiers de cette croissance et de ce développement. Et l'idée, c'est toujours la question économique, rendre les gens plus autonomes, créer des rôles modèles et de faire en sorte que de donner des opportunités à tous. Alors là, on va plutôt parler de l'employabilité. Michel Moreau, avec Les Déterminés, vous avez lancé officiellement en mars dernier une nouvelle promotion, Rise High. De quoi il s'agit? C'est quoi Rise High? Alors, Rise High, c'est un programme ou une initiative qui a été lancée déjà en 2018 à notre siège à Chicago. Et quand notre siège lance une initiative, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons un moyen de la déployer de la façon la plus adaptée. Alors, en France, j'ai eu la grande chance de rencontrer Moussa et j'ai appris sur son programme pour les entrepreneurs. Et je lui ai demandé s'il pouvait nous former des intrapreneurs. Donc trouver des jeunes dans les quartiers prioritaires qu'on pourrait intégrer dans nos hôtels avec bien sûr une formation tout à fait adaptée pour cela. Le programme RISA a pour objectif mondialement de développer d'ici 2025 15 000 jeunes qui sont en situation de non-emploi, non-formation, où que ce soit dans nos hôtels à travers le monde. Et donc, c'est ce programme-là que nous avons déployé en France, ensemble avec Les Déterminés. Il y avait eu une sorte de test en 2019, c'est ça, si je ne me trompe pas. Vous l'aviez mis en sommeil à cause de la crise Covid, j'imagine? La première promotion a atteint son objectif, si ce n'est que les jeunes ont été diplômés et recrutés au mois de février-mars 2020. Donc beaucoup se sont retrouvés en activité partielle, mais ils sont là, ils sont toujours chez nous aujourd'hui. Et donc on parle de décrocheurs, donc c'est des jeunes, alors c'est le terme qu'on emploie, c'est des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans perspective d'emploi, c'est un peu ça l'idée ? En fait, même parfois avec des diplômes, après Parcoursup, ça a laissé beaucoup de jeunes sur la touche, ils n'avaient pas trouvé d'orientation après pour poursuivre, certains qui avaient peut-être arrêté l'école avant, mais qui avaient une envie, une volonté de pouvoir trouver un emploi dans lequel ils pouvaient être épanouis et évoluer. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on est parti chercher ces jeunes-là. On leur a dit, voilà, il y a des opportunités qui se passent. De eux-mêmes, ils ne seront jamais allés rentrer dans un palace de 5 étoiles, de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Pour eux, c'est quelque chose où, dès le départ, les dés sont pipés, ils ne seront jamais pris parce qu'ils n'ont pas forcément... Parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes et tout. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est, s'ils avaient envie, on ne leur demandait même pas s'ils avaient déjà travaillé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, même s'ils n'avaient pas d'expérience. À partir du moment où ils avaient cette volonté, on était en capacité de pouvoir les accompagner
et aussi de les amorcer. L'idée, c'était que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire, s'ils font le pari de nous faire confiance au programme, bah, derrière, à la clé, il y a un CDI. Et du coup, ceux qui avaient le plus envie, ceux-là ont été recrutés et on les a accompagnés pendant plus de 6 mois. Alors, si on parle de cette nouvelle promotion, là, puisque c'est ce que vous venez de lancer, c'est combien de personnes, Michel Moreau, et comment ils vont être accompagnés? Alors, la nouvelle promotion, ça sera au total 50 personnes, mais en 3 sous-promotions. D'accord. Nous venons de recruter la deuxième des 3 promotions. Okay. Donc, il y a déjà 17 jeunes qui sont arrivés chez nous en début d'année, qui sont en formation dans les hôtels. Ils ont 6 semaines de formation sur les soft skills avec l'équipe déterminée. Une formation vraiment adaptée pour eux. C'est ce qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, ils ont 6 mois de formation dans nos hôtels. Donc, la première des 3 sous-promotions a commencé en début d'année. La deuxième va commencer maintenant au mois de juin pour rentrer dans les hôtels fin août. Et la troisième en fin d'année pour faire 50 jeunes sur une période de 18 mois sur nos 8 hôtels en gestion en France. Moussa Camara, ça veut dire que sont des équipes mixtes, les déterminés Hayat, qui les accompagnent? Oui, exactement. En fait, nous, on a voulu repenser la manière de ce recrutement. En fait, on n'a pas voulu que ce soit un recrutement classique. Aller chercher les jeunes, les mettre en emploi, c'est le plus simple. Mais en réalité, c'est pas le plus simple parce que finalement, ils sont pas habitués à l'environnement de l'entreprise. Ils ont pas forcément, ils arrivent dans un univers qu'ils connaissent pas. Ils sont pas assez préparés et parfois ça crée de l'échec, beaucoup d'échecs. Et c'est ça qu'on a constaté. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Hayat, c'est de construire un parcours d'accompagnement et de préparation à l'emploi. Nous, on apporte toute la compétence de la confiance en soi, de la posture, les codes de l'environnement de l'entreprise. Et Hayat apporte, via ses salariés, le savoir-faire, le métier en tant que tel. Et on arrive à combiner les deux pour faire un programme long qui va faire en sorte que quand le jeune va signer son CDI, déjà, nous, on est garantis parce qu'on l'a vu faire pendant 6 mois. Et de deux, le jeune est confiant parce qu'il connaît ses collaborateurs, il sait l'environnement dans lequel il va travailler. Et finalement, c'est ça qui crée le succès, en fait, d'une réussite d'un jeune qui rentre chez Hayat. Parce qu'il y a la considération, c'est un programme où l'humain est au centre de l'accompagnement. Et ce n'est pas des formations classiques comme on la voit. Parce qu'à la fin, les salariés Hayat, ils mentorent les futurs salariés dont ces jeunes font partie du programme. Et ça crée de la cohésion, ça crée de l'échange, ça crée de la confiance. Et derrière, voilà, c'est les clés du succès d'un recrutement pour ces jeunes. Parce que ce que je comprends, Michel Moreau, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit en préambule, c'est un programme mondial. Donc c'est aussi un programme d'entreprise, de RH presque en interne pour vos salariés. Alors, il peut se décliner de façon très différente. Si vous êtes en Inde, si vous êtes au Mexique, dans d'autres pays, ça se décline très différemment. Chacun a sa méthode. Mais vous savez, en France, on les appelle les jeunes en situation de décrochage, ou décrocheurs. Nous, les anglo-saxons, on les appelle opportunity youth, les jeunes avec opportunité. Et c'est comme ça qu'on les regarde. On voit bien l'état d'esprit qui n'est pas le même. On cherche le verre qui est à moitié plein. Et ces jeunes qui rentrent chez nous, c'est pas leur donner juste un emploi, c'est leur donner la première marche d'une possibilité de se développer, de grandir dans nos métiers et d'évoluer. Ce n'est pas un emploi où ils vont être figés pendant des années et des années. Il faut que les jeunes comme ça puissent évoluer, transférer d'hôtel en hôtel. Par exemple, il y a des cours d'anglais dans cette formation, parce que l'anglais est une compétence essentielle dans nos métiers. Eh bien, on leur apprend l'anglais et éventuellement, ils pourront transférer à l'étranger d'ici quelques années. Ce programme, Michel Moreau, il devient d'autant plus crucial que vous, mais le secteur en général, manque de main-d'œuvre. Ouais. Absolument, absolument. Et je pense que, de toute façon, dans nos secteurs, on devait, avant la crise du Covid, regarder à recruter de façon beaucoup plus diversifiée. Vous l'aviez déjà lancé, ce mouvement, on l'a dit, c'était 2018, 2019, donc c'était avant le Covid. Mais là, c'est plus crucial, on est d'accord. Le Covid a accentué des problèmes qui existaient, qui étaient sous-jacents avant la crise. Même dans l'hôtellerie de luxe ? Même dans l'hôtellerie de luxe, même dans la restauration de luxe, même dans les restaurants étoilés. Nous avons certains restaurants étoilés dans certains de nos hôtels et de nos palaces. Eh bien, ça reste très difficile. Et donc, il faut regarder l'emploi de façon très, très différente et ouvrir les portes de façon aussi très différente à toutes sortes de populations qui peuvent encore trouver beaucoup de
d'épanouissement et de motivation dans nos métiers. Ouais. Moussa Camara, ce contexte-là qui est particulier, parce que c'est vrai dans le CHR, enfin café, hôtellerie, restauration, mais on a vu qu'il manque 7 à 8 000 chauffeurs de car, il manque 60 000 infirmiers et infirmières. Il y a beaucoup de secteurs finalement. Alors parfois avec des conditions qui sont compliquées, voilà, et ça a une perte de sens dans l'emploi. Mais vous voyez ça quoi, comme une opportunité presque historique? Ça a été pour nous une belle opportunité parce que figurez-vous qu'avant de lancer cette opération avec Hayat, on n'avait pas cette brique employabilité. Tout ça, ça a révélé un certain nombre de besoins. On a créé une méthode à partir de là. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises dans plein de secteurs, que ce soit dans les métiers attention, mais aussi dans des métiers, dans des nouveaux métiers ou dans des métiers du futur, qui viennent nous voir pour aller chercher des jeunes qui sont motivés et de les former, de les accompagner pour les rentrer en emploi. Donc c'est une magnifique opportunité. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a énormément d'entreprises qui recrutent. On a une jeunesse qui parfois dans certains territoires où un taux de chômage qui dépasse les 30-40%. On se dit à un moment donné comment ça se fait qu'on n'arrive pas forcément à endiguer ce chômage chez les jeunes qui devient de plus en plus croissant avec une crise où ça s'est accéléré. En fait, il faut rapprocher les mondes. Il faut arriver avec d'autres méthodes et d'autres manières de pouvoir donner envie à ces jeunes et aussi faire en sorte que ces entreprises s'adaptent à différents environnements pour que derrière ça marche. Nous aujourd'hui, pourquoi que ça marche avec Hayat? C'est parce qu'il y a une implication humaine déjà du président et aussi des collaborateurs. Ils sont extrêmement investis et ça fait que la dynamique, quand un jeune est accueilli dans l'entreprise, elle est bonne et ça donne les clés du succès du projet. Parce qu'on peut avoir envie et il peut avoir des besoins, mais si dedans et en face, les gens ne sont pas motivés, ça ne marche pas, dans n'importe quel domaine. Si on fait le bilan de la première promo, en quelque sorte, Michel Moreau, comment ça s'est passé? Alors, tous les jeunes sont rentrés donc vous nous l'avez dit, dans nos métiers en CDI. Ils arrivent en fin de formation, début du Covid. Donc on est resté très connectés avec eux, bien sûr, pendant la période Covid, pour ne pas les perdre, parce que le décrochage est facile à tout moment, et donc il faut rester connecté. Et bien là, ils sont retournés dans nos hôtels qui maintenant tournent à régime, bien sûr. Et on a des très belles histoires de succès de ces jeunes-là. Et ce qu'on fait, par exemple, je pense à certains jeunes qu'on a ici à Paris, Porte-Maillot, au Hyatt Regency Paris Étoile. Vous savez, quand vous avez le Festival de Cannes, on a besoin de renforts, eh bien on envoie certains de ces jeunes, on appelle ça des task force, ils partent pour 15 jours à Cannes pour supporter, assister les équipes là-bas. Donc ce sont des expériences fabuleuses pour eux, et eux, ils nous rendent grand service en même temps. Il faut dire un mot quand même de... Allez-y. Et en plus, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aussi ces jeunes qui ont été recrutés dans la première vague viennent partager leur expérience avec les nouveaux jeunes. Avec ceux qui viennent d'arriver. Et moi, je trouve que la boucle est bouclée. Et ça, c'est magnifique parce que là, c'est un témoignage concret, direct. Il faut citer la région Île-de-France quand même, parce que dans le financement de l'opération, elle joue un rôle important. Un rôle majeur. Ils nous ont aidés à lancer le programme et ceux qui l'ont financé de façon majoritaire. Donc, on remercie la région et on n'aurait pas pu le faire sans eux. Oui, et c'est important de le dire parce qu'on est finalement dans une sorte de partenariat triangulaire. Quoi. Et il y a aussi un financement public. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce programme Rise High que j'essaye de prononcer avec mon accent pourri. Merci beaucoup à tous d'être venus dans ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas avec les Alcyonides aujourd'hui. Bonjour Orlane Croé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de cette marque. Vous l'avez créée quand? Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, je l'ai créée en septembre 2020, donc en plein Covid. L'idée, c'était vraiment de proposer un vêtement en faisant partie de la solution et pas du problème. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la deuxième industrie émettant le plus de gaz à effet de serre. C'est un problème dont on devient de plus en plus conscient. Et moi, je travaillais déjà dans la mode avant, en fait, à Londres. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma manière de faire du marketing dans la mode. J'étais sur la partie marketing et je gérais tout ce qui était notamment marketing des outlets. Donc tout ce qui était revente de surstock. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on arrivait carrément à biaiser le système en faisant des productions exprès pour les outlets. Ce qui m'a fait me prendre conscience de l'impact environnemental qu'on a eu avec cette production dans la mode. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le système? Donc vous créez une marque, ce sont des maillots de bain. Vous souhaitez qu'ils soient beaux et écolos. Ça, c'est votre ambition. Sur la beauté,
j'en suis convaincu. Sur la partie écolo, c'est quoi le principe en fait? Puisque vous l'avez créé il y a peu de temps, la page est blanche, vous dites ok, je vais faire des maillots écolos, comment vous y prenez? Oui. Alors moi en fait j'ai commencé à me renseigner auprès des fournisseurs avec lesquels je travaille donc en Italie. Et en fait j'ai découvert ce système de nylon recyclé qui est un nylon en tout point exactement similaire en termes de performance technique par rapport à un nylon vierge, nylon vierge qui vient donc du pétrole. Et l'intérêt, c'est que ce nylon est recyclé et recyclable à l'infini. Et il provient de filets de pêche, en fait, qu'on va récupérer dans les océans. Et on va leur donner une seconde vie pour essayer de créer un cercle vertueux du produit et plus un cercle vicieux, comme on voit aujourd'hui dans la mode. Mais il y a suffisamment de filets de pêche. On en perd. Enfin, les pêcheurs en perdent tellement, quoi. Ben, malheureusement, oui. En fait, c'est 640 000 tonnes de filets qui sont déversés dans les océans chaque année. Alors, volontairement ou involontairement, mais le problème est là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de récupérer ces filets et de leur donner une seconde vie pour éviter de créer trop de matières premières. D'accord. Et cette filière, elle existe déjà, si je comprends bien. Vous l'avez identifiée, elle existait déjà. C'est ça, cette filière. En fait, nous, on travaille donc avec un fournisseur de tissus. Lui-même travaille avec une association qui s'appelle Healthy Seas. Et eux vont donc, avec des pêcheurs, des plongeurs bénévoles, récupérer ces filets de pêche dans les océans et leur donner une seconde vie. Et en fait, cette association, elle a aussi une double mission qui est de sensibiliser au niveau des écoles et au niveau des pêcheurs sur la pollution plastique dans les océans, parce que c'est bien de traiter le problème une fois qu'il est apparu, mais il faut aussi essayer de le traiter à sa source. Donc ça, c'est la conception. Ensuite, vous les fabriquez où? Quels autres défis? Je pense qu'il y a un défi zéro plastique, même j'imagine peut-être pour les emballages, par exemple. Tout à fait. Alors la fabrication d'abord. En fait, donc mon fournisseur en Italie, c'est lui qui a breveté cette technique du nylon recyclé. Et donc je me suis dit, l'idée, c'est pas seulement d'utiliser une matière recyclée, mais c'est aussi de faire une production locale. Parce que l'impact de la mode aujourd'hui, c'est aussi le fait que, par exemple, un t-shirt, ça parcourt 40 000 km entre la production et le client final, ce qui est quelque chose de fou pour moi. Et donc je me suis dit, quitte à récupérer ces filets en Italie et avoir le tissu italien, autant produire là-bas, et surtout que le savoir-faire Italie n'est plus à démontrer. Bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir une production locale. Derrière, on a aussi tout ce qui est zéro plastique, comme vous l'avez dit, sur les packaging. Donc on utilise un papier qui est 100% recyclable, il y a zéro plastique utilisé, il y a zéro extra matière qu'on rajoute dans le colis final. Vous étiez au salon de la lingerie. Est-ce que c'est vraiment un secteur qui est en train de changer, de faire sa transition écologique, vous? Parce que ça, on le sent bien quand on est dans un salon. Alors, c'est un secteur qui est en train de changer. Malheureusement, il y a un peu deux tendances aujourd'hui. Il y a la tendance de l'éco-responsable, mais il y a aussi la tendance de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, bien sûr, qui est encore plus que la fast fashion. Voilà. Et malheureusement, cette tendance, elle augmente aussi. Donc, on a un peu les deux extrêmes qui commencent à grandir. Mais on voit que la tendance éco-responsable, et j'espère que ça ne sera plus une tendance à un moment, mais justement quelque chose d'indispensable dans la mode. Mais elle est là, cette tendance, et on le voit notamment au salon de la lingerie. Là, j'ai été citée dans un article de Forbes, et donc on voit justement que ces médias mainstream se mettent sur ce créneau-là. Pourquoi ce nom, les alcyonides? Mythologie grecque, c'est ça? J'ai révisé avant de venir. Tout à fait, c'est la mythologie grecque. Donc, ce sont des nymphes qui se sont jetées dans un fleuve et qui sont devenues des alcyons. Les alcyons, en fait, c'était le nom grec pour les martins pêcheurs. Et donc, c'est un mythe un peu entre terre et mer. Terre pour le côté écologique de la marque et mer, évidemment, pour le produit qu'on propose. Et ben voilà, on a tout compris. Merci Orlane Croé et bon vent aux alcyonides. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury, programmatrice, productrice de l'émission, assistée d'Hugues Sabatier, à la réalisation Kelly Dellenbach, que je remercie particulièrement puisque c'est sa dernière sur Bismart. Bon vent dans tes nouvelles aventures. Et puis au son, alors, il y a toute une équipe, Mathieu Sullivan, Amanda Montero et Thibaut. Salut à toutes et à tous, merci de votre fidélité.